Cher auditeur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de votre position sur le globe. Le fleuve Congo, un serpent d'eau majestueux qui sépare deux nations, deux capitales, deux âmes sœurs, Kinshasa et Brazzaville. Si proches qu'on peut presque se faire signe d'une rive à l'autre. Pourtant, en cette soirée historique, ce fleuve symbolise un fossé d'émotions. D'un côté, une nation éclate de joie, unie dans une ferveur indescriptible. La République démocratique du Congo venait de réaliser une performance tout à la fois héroïque et historique. Après une campagne de qualification haletante, les Léopards ont non seulement décroché leur billet pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, mais ils viennent de franchir le premier tour. Une victoire arrachée dans les dernières minutes contre un adversaire redoutable, propulsant le pays à l'étape supérieure de la compétition. Désormais, l'humiliation de 1974 n'est plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Cette année-là, en Allemagne de l'Ouest, l'équipe du Zaïre, première nation d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour un mondial, avait subi une défaite écrasante de 9-0 contre la Yougoslavie. Une cicatrice profonde, un fardeau porté par des générations. Aujourd'hui, cette blessure est enfin pansée. Pour l'histoire, au match d'ouverture, le Zaïre perd face à l'Écosse par 2-0. Au second match, c'était l'hécatombe avec un cinglant 9-0 face à la Yougoslavie. Irrité et très remonté face aux contre-performances de son équipe, le dictateur Mobutu envoya un sévère message aux joueurs « Vos tombes sont prêtes si vous perdez par plus de 3 buts contre le Brésil ». Le Brésil, qui menait par 3-0, venait d'obtenir un coup franc proche de la surface de réparation. Conscient des risques d'exécution qu'il courait face à la menace du dictateur Mobutu, un joueur zaïrois s'est empressé de tirer contre le Brésil pendant que l'arbitre repositionnait les joueurs pour que le coup franc soit exécuté. Résultat, le joueur zaïrois écope d'un carton jaune et l'arbitre siffle la fin du match. Score final 3-0 pour le Brésil. Mais tout cela est du passé. La RDC fait non seulement la fierté de tout un continent, mais elle réaffirme surtout son identité, son courage et son patriotisme. Ce parcours admirable des Léopards n'est pas qu'une simple victoire sportive, c'est le symbole d'une nation qui se relève. Cette performance traduit également une complicité retrouvée, une synergie puissante entre le leadership du pays et ses citoyens, tous unis derrière un même drapeau. Mais de l'autre côté du fleuve, l'ambiance est tout autre. Le silence pèse. Revenons maintenant sur les contre-performances de notre équipe nationale, les Diables Rouges. On se plaint, à juste titre, des performances décevantes, voire minables de notre équipe nationale. Comment expliquer ce décalage saisissant avec nos voisins? Comment expliquer cette incapacité chronique à briller? On nous répondra, comme une excuse facile, qu'il manque de structure, de budget. Mais est-ce vraiment la seule raison? Pourquoi le Qatar, qui a investi des milliards qui pourrissent dans des infrastructures pharaoniques, n'a-t-il pas gagné la Coupe du Monde? L'argent seul ne forge pas une âme de champion. Non, la question est plus profonde. Que manque-t-il réellement aux Congolais de Brazzaville pour se faire valoir dans la haute sphère du sport mondial? S'agit-il d'un manque de talent? Certainement pas. Le problème est ailleurs, plus insidieux, niché au cœur même de notre esprit collectif. Restons ensemble, la suite arrive. En quelques instants, ouvrons une nouvelle page. Au-delà des scores, parlons d'identité et de sens. Ce qui unit un peuple dépasse les chiffres. C'est cela que nous allons explorer maintenant. Alors, explorons dans la pensée et dans l'histoire. Dans les profondeurs de la philosophie, là où les idées façonnent notre compréhension du monde. Chez le penseur allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un concept se détache avec une force particulière, un concept qui résonne étrangement avec notre quête d'identité, l'esprit d'un peuple, ou en allemand, le Volksgeist. Qu'est-ce que ce Volksgeist? Ce n'est pas une simple collection de traditions, c'est l'âme collective d'une nation, le fil invisible qui relie des millions d'individus. Hegel le voyait comme une entité vivante, une force motrice qui se manifeste concrètement à travers des piliers fondamentaux. D'abord, la langue, ce premier véhicule de la pensée et de la culture. Ensuite, les coutumes, ces rituels quotidiens qui tissent le lien social. Puis les institutions, de la famille à l'État, qui structurent la vie commune. Enfin et surtout, une histoire partagée,
faite de triomphes et d'épreuves, qui forge une mémoire collective. Selon Hegel, l'esprit d'un peuple n'est pas statique, il est une force dynamique en perpétuelle évolution. Il est le moteur de l'histoire. Chaque peuple, à travers son esprit unique, apporte sa pierre à l'édifice de la civilisation universelle. Il se reflète dans sa manière de penser, de se comporter, de créer et de se structurer en société. Pour Hegel, comprendre cet esprit est donc essentiel pour analyser la trajectoire d'une nation, pour déchiffrer son passé et anticiper son avenir. C'est une grille de lecture fondamentale de la philosophie de l'histoire. Appliquons cette grille de lecture au Congo. Où devrions-nous trouver notre Volksgeist? Il devrait vibrer dans la complexité de nos langues, le lingala et le kituba, porteurs de tant de nuances. Il devrait s'exprimer dans l'élégance et la défiance de la sape, cette philosophie vestimentaire née sur les deux rives du fleuve. Il devrait résonner dans les mélodies envoûtantes de la rumba, reconnue par l'UNESCO, qui a fait danser toute l'Afrique. Il devrait se trouver dans nos rituels, nos contes, notre cuisine, notre manière unique de faire communauté. Ces éléments existent. Ils sont la preuve d'une richesse culturelle indéniable. Pourtant, une question douloureuse s'impose. Ces fragments de culture constituent-ils un esprit unifié, une force collective capable de nous projeter vers un destin commun? Forment-ils un patriotisme conscient, une fierté nationale qui transcende les divisions? L'observation honnête et sans complaisance du quotidien congolais mène à un constat troublant. Les Congolais, dans leur ensemble, ne pas avoir la conscience aiguë de ce patriotisme. Il y a un déficit de l'âme. Du citoyen ordinaire, préoccupé par la survie au jour le jour, jusqu'au plus haut cercle du pouvoir, je ne vois pas, ou plutôt, je n'observe pas dans nos actes quotidiens la manifestation tangible de cet esprit d'un peuple. Où est la fierté collective qui pousse à préserver le bien public comme si c'était le sien? Où est l'indignation commune face à la médiocrité? Où est la volonté partagée de construire pour les générations futures? Ce manque d'affirmation devient criant lorsque nous nous comparons. Observez les Aïrois, nos frères de l'autre rive, à Brazzaville. Ils s'affirment sans complexe, portés par une conscience nationale peut-être plus tumultueuse, mais indéniablement plus vibrante. Inversement, observez les jeunes Français au Congo. Ils se comportent souvent en sachant, non pas toujours par arrogance innée, mais parce que les Congolais en face d'eux affichent trop souvent des attitudes du complexe, une déférence qui frise l'autodépréciation. La conséquence est à la fois triste et révoltante. Des étudiants ou de jeunes professionnels étrangers, parfois bien moins qualifiés que leurs interlocuteurs congolais, se permettent d'adopter des postures de donneurs de leçons. Ils se comportent à Brazzaville, sur notre propre sol, avec une assurance qui rappelle les heures sombres du passé colonial, simplement parce que nous leur laissons cet espace. Ce n'est pas seulement leur faute, c'est avant tout le reflet de notre propre vide, de notre incapacité à nous tenir droit, unis par un esprit commun. Revenons au sport pour bien comprendre et suivre notre fil conducteur. Pourquoi les Diables Rouges de 1972, cette génération dorée des Minga, Tostao, Mbono et François Mpélé, ont-ils pu soulever la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé? Quelle était la formule magique qui a permis à cette équipe de surmonter des géants comme le Cameroun, pays hôte, ou le Mali en finale? La réponse ne se trouve pas seulement dans le talent individuel, bien qu'il fût immense. Observez la hargne de vaincre de Mbono, surnommé le sorcier pour sa capacité à déjouer les défenses. Admirez la vitesse de l'éclair de Noël Minga ou de Barambula Mbemba Jonas Tostao, dont les accélérations laissaient les adversaires sur place. Contemplez la finesse des dribbles de Balekita, un artiste qui dansait avec le ballon. Admirez les tirs cadrés et percutants de François Mpélé, mais au-delà de ces éclairs de génie, il y avait une cohésion, une intelligence tactique et une discipline de fer. Chaque joueur connaissait son rôle à la perfection, au service d'un collectif inébranlable. Le secret de cette victoire résidait dans une alchimie rare, une complicité profonde entre l'élite dirigeante et les citoyens ordinaires. Je ne parle pas du peuple comme une masse abstraite, mais d'une nation unie derrière un objectif commun. Cet esprit s'est construit dans la ferveur post-indépendance. Le leitmotiv était de se libérer définitivement des chaînes du colon, non seulement politiquement,
mais aussi culturellement et symboliquement. Il fallait bâtir une identité, forger une fierté nationale. Le sport, et le football en particulier, est devenu un vecteur privilégié de cette ambition. Se sacrifier pour le pays, mieux mourir pour le maillot, n'était pas un slogan creux. C'était une réalité vécue, une mission sacrée. Les dirigeants de l'époque, comme le commandant Marien Gouabi, avaient compris que les victoires sportives étaient des victoires pour la nation entière, renforçant le moral et la cohésion sociale. Observez attentivement les visages de ces joueurs de 1972, vous vous rendrez compte que quelque chose d'invisible les galvanisait. Je ne parle pas des fétiches que la rumeur plaçait derrière les buts de Tandou-Paul ou de Matsima, non. Je parle de quelque chose de bien plus puissant, l'esprit du peuple, le Congolais. C'était l'affirmation de son identité, la manifestation éclatante du patriotisme et la quête du triomphe comme une nécessité existentielle. Chaque but marqué était un acte de souveraineté. Alors, que s'est-il passé ? Comment sommes-nous passés de cet âge d'or à la situation actuelle ? La chute a été progressive, insidieuse. La complicité entre l'élite et les citoyens s'est érodée. Les crises politiques et économiques successives ont détourné les priorités. Les infrastructures, autrefois fierté nationale, ont été laissées à l'abandon. Les centres de formation qui alimentaient les clubs et l'équipe nationale se sont vidés. La filière de détection et de formation des jeunes talents, qui était la base de la pyramide, s'est complètement effondrée. L'esprit de 1972 s'est dissipé, remplacé par le cynisme et l'individualisme. C'est dans ce contexte de ruine qu'il y a quelques semaines, on nous a ramené le vieux sorcier blanc, Claude Leroy. Un nom familier, qui semble rassurante. Mais que vient-il faire exactement ? Sa mission est claire, qualifier l'équipe nationale pour la prochaine CAN, principalement en s'appuyant sur des joueurs professionnels évoluant à l'étranger. Cette démarche, visant un résultat immédiat, est efficace à court terme. C'est ce que l'on appelle en anglais un quick fix, une solution miracle. On gagne peut-être la qualification, le pays exulte pendant quelques semaines. Le vieux se remplit légitimement les poches pour son travail, puis le compteur repart à zéro. Le désert structurel reste le même. La démarche de Claude Leroy et de ses prédécesseurs est une pyramide inversée. Elle est intrinsèquement instable, car elle ne suit pas le schéma classique et éprouvé de la politique sportive des nations qui réussissent. Elle ignore la nécessité de créer des fondations solides. Structurer des championnats et des équipes de football dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Il faut restructurer en profondeur les équipes professionnelles locales, imposer une gouvernance saine et surtout responsabiliser nos entraîneurs congolais formés pour animer ces structures. Sans cette base, nous ne faisons que construire un château de cartes sur du sable. Nous ne voulons plus de quick fix. Nous voulons du long terme. Nous voulons voir émerger des joueurs locaux talentueux, formés au pays, capables de fasciner les recruteurs internationaux, non pas par accident, mais grâce à un système. Ce sont ces futurs professionnels, imprégnés de l'esprit du pays, qui reviendront un jour jouer dans l'équipe nationale comme des pros, non pas comme des mercenaires, mais comme les héritiers de Mbono, de Tostao et de Mpele. Notre chronique n'avait pas pour but de proposer une politique de sport au Congo. Nous sommes incompétents en la matière. Nous voulions montrer qu'il existe un véritable déficit chez les acteurs impliqués dans le sport congolais. Il faut d'abord intérioriser certaines valeurs pour prétendre participer à la Coupe du Monde. C'était l'écho du Net congolais, la chronique de la radio de la communauté africaine. À vendredi prochain.